David Ménessès, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes vice-président exécutif et directeur des ressources humaines et du développement durable chez OP Mobility, ex-Passicomnium. Est-ce que vous pourriez nous retracer votre parcours? Je crois que vous êtes de formation ingénieur. Absolument, je suis ingénieur chimiste de formation. Je viens de l'ESPCI, l'école de physique et chimie de la ville de Paris. Et c'est une école où il y avait pas mal de diversité, puisque plus de 30% des élèves étaient des jeunes filles à l'époque. C'est Euh, assez énorme. oui, c'est énorme. Je pense que la chimie et la biologie sont des branches des métiers ingénieurs qui attirent plus de femmes que la moyenne. Alors, à l'issue de vos études, vous avez fait un premier stage, et ce stage, vous l'avez fait au Japon, chez Air Liquide, que vous n'avez plus quitté pendant 24 ans. Oui, oui, j'ai même fait mes stages d'école, ma coopération à l'époque, on faisait encore service militaire. Tout à fait. Donc j'ai fait de la R&D, du business development, du marketing, de la finance au Japon. Je suis retourné au Japon pour faire de la finance. J'ai dirigé des filiales en Amérique centrale puis aux États-Unis. J'ai participé à un projet d'acquisition et j'ai fini par avoir le rôle de directeur du développement durable également chez Air Liquide. C'est comme ça que j'ai ensuite basculé chez OP Mobility. D'abord comme directeur du développement durable et ensuite en combinant les deux fonctions, développement durable et ressources humaines. Alors, j'ai deux questions. Oui. Comment on devient directeur du développement durable chez Air Liquide en étant ingénieur à la base? Alors, C'est parce que vous connaissiez tous les problèmes, en fait? c'est un peu ça. En effet, quand on est venu me chercher pour ce rôle, ça m'a surpris, parce que moi j'étais un opérationnel. Et ce qu'on m'a dit, c'est on n'a pas forcément besoin de quelqu'un qui va gérer tout l'aspect réglementaire, etc., associé aux sujets environnementaux, sociaux et autres, mais plutôt quelqu'un qui va être en mesure pardon, d'élaborer une stratégie de développement durable actionnable par les opérationnels. Et donc de se mettre finalement de l'autre côté en disant, OK, on bâtit une stratégie pour décarboner notre industrie, notre entreprise, mais est-ce qu'on est sûr que cette stratégie, elle pourra être ensuite mise en œuvre par les patrons opérationnels dans les différents pays du groupe? Ça vous a pas manqué, la R&D? Non, ça va pas manquer la R&D parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin déjà de se remettre en question régulièrement, De nouveaux challenges? de tester de nouveaux challenges et puis d'être en contact avec l'humain. Et donc passer du côté opérationnel m'a permis d'avoir cet échange et ces relations humaines plus fortes que dans la R&D. Mais donc ce qui est important, c'est vraiment ce lien avec l'opérationnel. Vous êtes démarché par OP Mobility pour un poste au développement durable Ouais. et on va vous proposer, dans la foulée, les ressources humaines. Alors, vous venez de parler d'humain, mais quand même, le rapport n'est pas évident entre les ressources humaines et le développement durable. Alors, je pense que, je ne pense pas, je suis sûr que ce qui a motivé cette proposition de regrouper les deux fonctions, c'était de dire le développement durable est au cœur de la stratégie du groupe, parce que le marché requiert une décarbonation, un mouvement vers l'électrification qui va plus ou moins vite, hein, on le voit en Europe en particulier, on a eu un push très fort, puis là il y a eu un peu un step back, mais on sait que voilà, au final, on doit aller vers l'électrification, qu'elle soit sous forme de batterie ou hydrogène ou autre. Et donc, pour engager nos collaborateurs dans cette démarche, finalement, rapprocher les deux fonctions permettait de s'assurer que on était en mesure de rendre visibles nos engagements en matière de développement durable pour attirer plus de collaborateurs. On a vécu une période autour du Covid et les une ou deux années qui ont suivi, un peu de car bashing associé justement à ces sujets d'émissions de CO2. Et donc être capable de montrer que le marché se transforme, que notre groupe en particulier se transforme, prend la pleine mesure de ce qui doit être fait dans ce domaine-là. Et le fait qu'on ait annoncé l'an dernier qu'on était neutre en carbone maintenant sur nos opérations, sur notre scope 1 et 2, comme on dit dans le développement durable, montre que, en effet, c'est un marché qui joue son rôle en matière de décarbonation et qui donc donne à nouveau envie aux jeunes de rejoindre notre entreprise. Alors, on va se concentrer sur les ressources humaines, hein, Mm. et plus particulièrement sur la mixité de chez OP Mobility. C'est dans l'ADN, en fait, d'OP Mobility, la mixité. Alors, c'est dans l'ADN, c'est tellement dans l'ADN qu'on a aujourd'hui une directrice générale qui est une femme. Ah, ça change quoi d'avoir une femme à la tête d'OP Mobility? Ça restera entre nous, hein. Alors, la première réponse, c'est ça ne change rien parce que c'est avant tout un talent.
Tout C'est à fait. notre principal talent, c'est notre directrice générale. Et donc, elle est là, pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle elle a les capacités de tenir ce rôle. On est très content que ce soit une femme en plus, mais voilà. Et puis, c'est quelqu'un de la famille, fondatrice de l'entreprise. Et ça, je dirais que c'est très fédérateur au Bien sein du sûr. groupe, d'avoir quelqu'un de la famille Burel qui ait pu reprendre les rênes opérationnelles de l'entreprise. Et qui assure la continuité Absolument, de l'entreprise. absolument. Dis donc, la mixité, c'est dans l'ADN. Oui, c'est pleinement dans l'ADN du groupe parce que déjà on est un groupe international, on est présent dans 28 pays aujourd'hui. On a une multitude de nationalités représentées dans ce pays. Si je prends un exemple, on a dans une de nos usines aux États-Unis plus de 30 nationalités représentées, rien que dans une usine. Ah oui. Donc cette mixité, elle existe. La mixité de genre également est très importante pour le groupe et on essaye d'être en avance en matière de mixité de genre chez OP Mobility. On a aujourd'hui 31% de nos collaborateurs qui sont des collaboratrices, 26% chez les ingénieurs et cadres, et si on regarde la partie cadre dirigeant, on est à 28%. Ce qui vous a valu de remporter plusieurs fois les trophées de la mobilité de Wave, les ailes de l'auto. Absolument, absolument. Et on est très fiers de ce trophée qu'on a gagné en effet pour les 3 dernières éditions. Donc on est ravis de cette reconnaissance de la part de Wave. Ce qui est important, c'est qu'on met les éléments en place pour atteindre ces résultats-là. C'est-à-dire qu'on va chercher la diversité dès le début, au niveau du recrutement. On a aujourd'hui un objectif de recruter 40% de femmes. En 2025, on a déjà atteint 38%. Et donc, un effet je dirais, d'eau froide et d'eau chaude. On a 26% d'ingénieurs et cadres. Si j'embauche 38%, forcément, je vais continuer à accroître mon pourcentage de femmes dans l'organisation. Et ça, c'est important. On les accompagne aussi ensuite, ces femmes. On a des programmes comme Growing Together, qui sont des programmes de mentoring, où aujourd'hui 43% des mentees sont des femmes. Et donc on les accompagne au cours de leur carrière. On les aide aussi parfois à franchir ce plafond de verre que certaines femmes se mettent elles-mêmes en se disant mais est-ce que je suis capable de croître, de prendre un poste à responsabilité plus importante. Et puis on adresse aussi l'autre partie du sujet qui est les biais qui peuvent exister dans un monde comme l'automobile, qui est un monde plutôt masculin au départ. Et donc on a des formations qu'on a faites suivre à l'ensemble de nos vice-présidents et de nos directeurs sur les biais inconscients, de se rendre compte que oui, mentalement, eh ben, on préfère travailler avec des gens qui sont comme nous. Alors qui sont comme nous, ça veut dire quoi? Si on est un homme, plutôt avec un homme, et puis si on est français, plutôt avec un français, etc. Donc on essaye vraiment de lutter contre ces biais pour apporter la diversité sous toutes ses formes, pas uniquement la diversité de genre. Vous faites également des aménagements, je pense, au niveau des emplois du temps. Et je sais que bon, beaucoup d'entreprises sont revenues sur le télétravail, mais pas vous. Est-ce que ça fait partie justement de cette politique pour attirer les femmes? Oui, alors ça fait partie de la politique en effet, être capable d'offrir une forme de flexibilité en matière de présence au bureau, en maintenant 2 jours de télétravail par semaine, fait partie aussi de l'attractivité, et d'ailleurs pas uniquement des femmes, hein, je pense des nouveaux talents de façon générale. Donc pour l'instant, en effet, on n'est pas revenu sur ces 2 jours de télétravail. Alors, vous avez d'excellents taux de féminisation en France. Est-ce que c'est le cas? Vous avez mentionné que vous avez des usines un peu partout dans le monde. Est-ce que c'est le cas ailleurs aussi? Globalement, dans l'ensemble de nos pays, il y a des pays où c'est plus facile que d'autres, parce que culturellement, on va trouver plus de femmes sur le marché du travail. Par exemple? L'Europe de l'Est. L'Europe D'accord. de l'Est, on a beaucoup de femmes dans nos usines en Europe de l'Est. On va trouver par contre moins de femmes dans des pays comme les États-Unis, l'Inde. On va trouver beaucoup de femmes au Mexique. Et en France, on est en effet à des très bons niveaux de féminisation. Alors, vous avez parlé de l'Inde. Oui. Vous avez fait une expérience intéressante en Inde. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors justement, parce que c'est un pays où c'est difficile de féminiser, hein, on a lancé il y a quelques mois une nouvelle usine en Inde, à Badalwadi, et on a décidé de pousser le curseur très loin en matière de féminisation, parce qu'aujourd'hui on a 93% des collaborateurs de cette usine en Inde qui sont des collaboratrices. 93%, c'est Absolument, énorme. oui. Et les résultats suivent? Et les résultats suivent. Alors, on l'a dit, Félicie Burel vient d'être confirmée pour 5 ans à la tête du groupe. Est-ce que ça change quelque chose pour une entreprise d'avoir une femme à la tête? Je pense que le fait d'avoir une femme à la tête de l'entreprise, ça envoie un signal fort. On a vraiment envie de diversifier encore plus notre groupe.
Et parce qu'on ne veut pas se priver des talents qui existent. Et aujourd'hui, on a 50% de femmes sur la planète, donc on devrait avoir 50% de femmes idéalement dans l'organisation également. Mais être capable de mettre une femme à la tête du groupe, ça envoie le message en effet qu'on on respecte les femmes et qu'on veut avoir des femmes au poste clé d'organisation. D'ailleurs, Félicie Burel est notre directrice générale, mais on a d'autres femmes qui sont dans notre comité de direction, comme Marissa West, qui est la directrice de la région Amérique, ou Sandrine Ledru, qui est notre directrice du digital et des systèmes d'information. Est-ce que tout ce que vous mettez en place fait qu'il y a des CV qui sont envoyés spontanément de la part de jeunes femmes? Alors je pense que ce qu'on fait en matière de diversité se voit de plus en plus à l'extérieur en effet. On est très vocaux sur ce sujet-là. Je pense que les talents voient qu'on a vraiment envie de mettre la diversité à l'ensemble des niveaux de notre groupe. Ça commence par attirer des jeunes femmes, ça commence par leur donner envie de venir plus globalement que chez OP dans le marché de l'automobile, hein. On parlait tout à l'heure de Wave, qui est une association dont on est membre et à laquelle on est très fiers de participer, mais on est également membre d'une association qui s'appelle Elle Bouge. Et Elle Bouge vise à vraiment donner envie aux jeunes filles étudiantes, voire au collège, d'aller vers les métiers de l'automobile. Et donc on est très actifs, à tel point que je vais prendre la présidence d'honneur de cette association Elle Bouge dans les semaines qui viennent, parce que, encore une fois, c'est un élément très fort pour nous. Et puis ensuite, le fait qu'on puisse montrer que nos pourcentages de diversité de genre augmentent chaque année, va montrer qu'on a envie d'attirer encore plus de femmes et donc ça se sait de plus en plus. Alors, OP Mobility est une entreprise extrêmement innovante, hein. Vous êtes vraiment leader, hein, parmi les équipementiers automobiles, hein. Est-ce que la mixité et l'innovation, ça va de pair? Ça va complètement de pair. Encore une fois, on ne peut pas se priver de 50% des cerveaux qui existent sur cette planète. Et donc, attirer plus de femmes, c'est juste offrir plus d'opportunités, de créativité, de travail en commun, de sens client. Et donc, bien sûr que c'est un élément clé de notre succès aujourd'hui. C'est pour ça qu'on arrive à équiper un véhicule sur trois dans le monde. Alors, votre slogan, c'est Drive a New Generation of Mobility. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Absolument, c'est notre raison d'être. Et chaque mot a son importance. Drive, parce qu'on est dans l'automobile, mais aussi parce qu'on veut montrer que même si on est un tier one, on veut être une entreprise qui accompagne la transformation, qui est dans le driver seat de cette transformation et qui n'est pas juste en attente de ce que nous demandent nos clients. New parce que c'est l'innovation qui a fait notre succès depuis la création de l'entreprise en 1946. Generation, ça a un double sens. On est un groupe familial et donc on a plusieurs générations de la famille créatrice qui sont présents dans le groupe et qui continueront à être présents dans le groupe. Mais c'est aussi generation au sens de se préoccuper des générations à venir. Et donc tout le lien avec le développement durable. Le développement durable, tout à fait. Double Oui. casquette au sein de ce groupe et mobility, parce qu'on est devenu un pure player de la mobility, des mobilités en fait, hein, puisque on nous voit plutôt dans le secteur automobile, mais avec nos développements dans l'hydrogène ou dans la batterie, on équipe également des poids lourds, des bus. On regarde aussi des sujets autour des bateaux, de l'aviation. Donc voilà, on est un acteur des mobilités en général. Alors, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que l'automobile vit ses dernières heures, qu'on se déplacera autrement plus tard? Vous y croyez, vous? Moi, très honnêtement, je suis assez sceptique sur le fait que demain on fasse disparaître l'automobile parce que l'automobile, c'est le symbole même de la liberté. C'est ce qui fait que chacun peut aller là où il veut. Quand on est passé du cheval à l'automobile, c'était parce qu'on avait un désir d'aller plus vite, Plus loin. et de le faire de façon autonome, individuelle. Donc bien sûr que la décarbonation fait qu'on se pose la question de éventuellement massifier les déplacements, d'avoir plus de personnes qui se déplacent en transport en commun, etc. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais en même temps, on aura toujours ce besoin de véhicules individuels. En revanche, sera-t-il conduit par monsieur et madame tout le monde ou demain y aura-t-il plus de véhicules autonomes? C'est quelque chose qu'on regarde de très près et on a commencé à signer des contrats dans le domaine des véhicules autonomes également parce que c'est certainement une des voies de développement de l'avenir. Alors, la décarbonation, c'est votre cheval de bataille. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'on peut vivre à 100% en électrique pour se déplacer?
Alors en ce moment, effectivement, avec ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, on a envie de dire, bah, ça vaut mieux, mais est-ce que c'est pas un peu dangereux de mettre tous ses œufs dans le même panier? Est-ce que vous travaillez sur d'autres énergies, d'autres solutions? Alors, chez OP Mobility, on a environ 75% de notre activité qui est, entre guillemets, agnostique au type de motorisation. Quand je fais des pare-chocs, de l'éclairage, des modules avant, tout ça va aussi bien sur une voiture thermique que sur une voiture électrique. Je n'ai que 25% qui visent une motorisation particulière, que ce soit au travers des réservoirs et des systèmes de dépollution qu'on fait pour les véhicules thermiques, ou de ce que l'on fait dans l'hydrogène ou dans les batteries. D'accord? Donc nous, on se dit, on ne sait pas ce que sera demain, mais en tout cas, on a un portefeuille qui est adapté à quelle que soit l'évolution, et le fait que l'électrification aille plus ou moins vite ne nous gêne pas, puisque, encore une fois, on a des métiers qui s'adaptent à ça. Est-ce qu'on peut rêver au tout électrique? Je pense que c'est le endgame. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est combien de temps ça va prendre. Aller vers de la mobilité tout électrique, c'est certainement ce qui va se passer, mais à quel rythme ça va se passer, ça on ne le sait pas. Si je regarde l'Europe par exemple, on a annoncé plus de véhicules thermiques en 2035, puis l'Europe a un peu fait marche arrière, mais n'est pas complètement non plus revenu sur son objectif. Donc on sait que c'est dans cette direction-là qu'on doit aller. Maintenant, on verra à quel rythme ça va, et nous, on accompagnera cette transformation. Vous croyez en l'hydrogène, de toute évidence, chez On, OP Mobility. on croit toujours en l'hydrogène, tout à fait. Mais est-ce pour la conduite individuelle aussi, ou seulement pour les camions Je dirais que dans la première phase, hein, on a été très vocaux sur le sujet, dans la première phase, on voit plutôt l'hydrogène dans la mobilité lourde, dans les transports en commun également, parce que en matière de supply chain, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que d'avoir des stations-service tous les 5-10 km un peu partout dans le monde. Donc clairement, la première étape, c'est pour l'hydrogène, c'est les véhicules poids lourds et les transports en commun. Alors, vous êtes de formation ingénieur, et en fait, il y a des études qui montrent que en école d'ingénieur, il y a 30 à 40% de jeunes femmes qui rêvent justement de développement durable. Est-ce que ça se vérifie? Est-ce que c'était déjà vrai à votre époque? Alors, clairement, quand je regarde aujourd'hui les équipes qui travaillent sur les sujets de développement durable dans le groupe, elles sont en effet plus féminines que la moyenne de l'organisation. Mais c'est en général le cas des fonctions support. Si je regarde les RH, la finance, là aussi on va trouver beaucoup de femmes. Nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment attirer les femmes vers les métiers techniques. Aujourd'hui, on n'a que 20% de femmes ingénieurs qui sortent des écoles d'ingénieurs en France. Si je regarde chez moi, chez OP Mobility, on a 7-8% de femmes dans nos métiers d'ingénierie et des métiers industriels. Alors, Donc, comment vous expliquez en fait justement qu'il y ait si peu de femmes qui se dirigent vers des études d'ingénieur? je pense que on a une image du métier d'ingénieur qui est plutôt masculine, à tort ou à raison, mais en tout cas, clairement, on a aujourd'hui cette image-là qui fait que les femmes se disent, bah, est-ce que c'est vraiment une filière que j'ai envie de suivre? C'est pour ça que c'est vraiment important que OP Mobility et que l'ensemble des acteurs de la filière automobile se mobilisent pour aller toucher les jeunes filles très tôt dans leur développement, que ce soit au collège, au lycée, pour leur montrer que ce sont des métiers qui sont très attractifs, qu'il y a beaucoup d'innovation dans l'automobile et que c'est ouvert à tous et à toutes. Alors c'est bien à la tête de l'entreprise de montrer l'exemple et de vouloir faire venir des jeunes femmes, mais comment ça se passe globalement parmi vos salariés? Est-ce que les hommes sont sollicités d'une manière ou d'une autre? Pour moi, le sujet de la diversité de genre dans l'entreprise, c'est pas un sujet de femmes, c'est un sujet de femmes et d'hommes. Et on a, il y a maintenant quelques années, lancé un réseau interne qui s'appelle Women on the Move, qui est composé de plus de 700 personnes, dont 22% d'hommes, et qui vraiment sont là pour, animer ce sujet de la diversité dans le groupe, partager des bonnes pratiques dans le domaine de la diversité, comment on peut attirer plus de femmes dans notre organisation. Et on a vraiment un focus très important sur le rôle que les hommes doivent jouer. On a parlé tout à l'heure des biais inconscients. Ces biais inconscients, ils sont en matière de diversité de genre, ils sont chez les hommes. Donc comment on s'assure que les hommes, demain, vont avoir cet œil critique qui fait que oui, ils vont considérer plus facilement des femmes quand ils vont devoir embaucher quelqu'un dans leur équipe, ou quand ils vont devoir éventuellement faire une mobilité interne. Et donc c'est pour ça aussi qu'on demande sur tous les postes d'avoir au moins une femme
dans ce qu'on appelle la shortlist de sélection des candidats, pour vraiment forcer le système et s'assurer que on va à chaque fois se poser la question de mettre une femme dans un rôle. Ce qui est important aussi, cette année, on a demandé à tous les managers, donc toutes les personnes qui ont un bonus, d'avoir un objectif autour de la diversité. Cet objectif, ça peut être justement d'embaucher un certain nombre de femmes dans leurs équipes, mais ça peut être aussi de s'assurer que cette diversité, elle est présente dans la façon dont on travaille ensemble, et puis pas uniquement sur la diversité de genre, dans la diversité en général, d'avoir cet œil critique sur nos biais, sur la façon qu'on a d'interagir avec les autres, pour à la fin apporter plus de succès à l'entreprise. Ce qui est important, c'est que on arrive à faire rentrer des femmes dans des postes clés d'organisation, mais ce qu'on veut aussi, c'est s'assurer que les gens ne se disent pas « Oh là là, on a fait rentrer cette personne parce que c'était une femme ». Donc on se donne les moyens d'aller toucher plus de candidates féminines, mais à la fin, on va sélectionner la personne La plus crédible. La plus crédible pour le rôle, parce que c'est pas lui rendre service Évidemment. que de l'embaucher uniquement parce que c'est une femme. Non, mais bien sûr. Mais en ayant, je dirais, un volume de candidates plus important, ça nous aide justement à trouver ces perles pour notre organisation pour demain. Et ce qu'on fait aussi, c'est d'accompagner les femmes. Je parlais tout à l'heure de mentoring. On a aussi en essai en ce moment un service un peu de conciergerie pour certaines femmes qui sont à des moments critiques de leur carrière, parce qu'elles prennent un rôle à responsabilité plus importante, parce qu'elles changent de localisation pour leur rôle. Et donc on travaille en collaboration avec une startup qui s'appelle YOLO, qui justement propose ces services de conciergerie pour faciliter le quotidien non professionnel de ces femmes. Ah oui, alors justement, j'ai interviewé récemment Florence Bayeul, qui était chez Valeo, Oui. un de vos confrères, et qui disait qu'en fait, ils avaient observé qu'il y avait une tranche d'âge 30-35 ans, où les femmes sortaient des spectres au niveau des promotions, etc., parce que ça correspondait souvent à la période de la maternité. Et qu'effectivement, ce genre de politique peut aider les femmes à rester dans l'entreprise Absolument. et envisager la maternité. Oui, tout à fait, tout à fait. Et là aussi, hein, sur la maternité, on a eu la volonté d'accompagner la maternité et la parentalité de façon générale, puisqu'en fait, ce qu'on a décidé, c'est qu'à l'échelle mondiale, toutes les femmes auront au minimum 16 semaines de congé. Donc c'est la norme en France, mais il y a des pays où c'est beaucoup moins. Et donc même si c'est moins, elles ont toutes droit à 16 semaines pour leur congé maternité. Et on offre en plus à tous les parents, que ce soit de naissance naturelle ou par adoption ou autre, 25 jours de congé au-delà de ce qui est proposé par les réglementations locales. Bravo. Merci. David, si vous aviez un message pour les jeunes femmes, pour leur donner envie de rejoindre l'automobile, vous leur diriez quoi? Je leur dirais oser. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage qui a été publié par Wave récemment. Oser. Oser venir dans l'automobile. Oser venir découvrir toute l'innovation et la transformation qu'il y a dans ce marché. C'est certainement le marché qui est dans la plus profonde transformation ces dernières années. Oser aussi gravir les échelles dans l'organisation. Elles sont aussi légitimes que les hommes à devenir les leaders de demain de notre groupe. Alors, clairement, il peut y avoir parfois des barrières qui sont mises par des biais inconstruits, etc. Mais je crois aussi parfois que les femmes se mettent elles-mêmes des barrières. J'ai eu le cas récemment encore de quelqu'un qui m'a dit « Non, mais moi, je veux pas être une directrice de région parce que ça me semble trop gros. Je veux une étape intermédiaire, etc. » Et un homme ne me le dirait jamais. Voilà, c'est ça c'est très féminin quand même. Un homme ne me le dirait jamais. Mais bien sûr, tout de suite, je suis prêt. Et ça, vraiment, il faut qu'elles osent. OP Mobility est partenaire depuis de nombreuses années de l'association Wave Les Ailes de l'Auto. En quoi considérez-vous l'action de Wave comme importante? L'action de Wave, elle est importante parce qu'en fait, elle incarne déjà l'ensemble du métier automobile, l'ensemble des acteurs, et donc c'est une plateforme d'échange, de partage. On a tous les mêmes enjeux, les mêmes challenges. On va tous chercher dans ce vivier de 20% d'ingénieurs femmes qui sortent des grandes écoles en France, par exemple. Je parle de la France, mais c'est le cas partout ailleurs. Et donc, être capable de partager sur ces challenges de façon ouverte, de travailler ensemble à des idées pour attirer plus de femmes dans le marché sans se dire est-ce qu'elles vont venir chez OP Mobility ou chez un autre acteur du marché. Mais déjà, donner envie aux jeunes femmes de regarder ce qu'est l'automobile, de se rendre compte à quel point, encore une fois, c'est un marché extraordinaire, en pleine transformation, où il se passe toujours quelque chose.
Donc vous allez rester partenaire de Mais Wave. bien sûr, bien sûr. Et on continuera à recevoir des trophées. Tout à fait, c'est bien parti. Merci beaucoup David. Merci Stéphanie.